Je ne sais pas s'il y a d'autres... on s'excuse du retard par rapport au début annoncé, hein, puisqu'on avait convoqué à 18h30. Voilà. Peut-être qu'on attend quelques minutes, parce que du coup, je pense qu'il y a des collègues à vous qui se sont... sans doute. Qui se sont égrillés dans les environs. Il y en avait au niveau de la table. Là. Du coup, je me demandais pourquoi ici, combien ça coûte, ça va passer là? Non, derrière. Ouais. Donc il y a une grande salle. Ouais, voilà, il y a 2000 places. Voilà. Ben, pourquoi ici? Parce que c'était un endroit où il y avait, on voulait autour de 2000 places. Les dernières fois, c'était plutôt 300, 500 personnes. Ah, là, jusqu'à présent, les meetings qu'on a fait dans les autres villes ou à Paris, là, jusqu'à présent, on était sur les villes. Enfin, ça monte au fur et à mesure. Hein. C'est ça qui est bien, hein, c'est que ça augmente un peu. Mais hier à Toulouse, on était 1600. Donc, c'est pour dire. Donc, on se disait qu'à Paris, il valait mieux faire une salle autour des 2000. Voilà. Bon, on ne vise pas non plus très grand. Hein. Et ça coûte combien? Alors là, ça coûte un peu d'argent, c'est sûr. Non, alors c'est... Quelques dizaines de milliers d'euros. C'est ça. Pour nous c'est des grosses, c'est des sommes qui font peur. C'est des sommes qui font peur. Bah quand même, c'est des gros trucs. Ça fait un peu mal de dépenser de l'argent, mais bon, après, ça rentre dans des frais de campagne. On a une enveloppe de 800 000 € à peu près, on ne la dépasse pas. Et puis voilà. Je pense que ça doit être le moins coûteux des meetings, de fin de campagne organisés par les candidats de vous, quoi. Ces derniers jours. Ah oui, voilà. Ça va être le plus cher de nous. Ouais. C'est vrai. Ce sont des grandes salles ou des salles de cette taille-là, en gratuit, ça n'existe pas. On privilégie toujours les salles gratuites, les salles municipales, c'est toujours des tailles. Là, maintenant, on est obligé de payer un peu pour avoir des salles comme ça. Vous attendez des gens de la France entière ou seulement de la région? Non, Paris et sa région. Ouais. C'est le meeting principal de la semaine ou Bah, hier on a eu Toulouse qui était un gros meeting pour nous dans le sud, mais non, sinon on fait des meetings, on fait Annecy vendredi soir, on fait Poitiers demain soir avec Christine, Le Mans avec Olivier vendredi soir. Bon voilà, on fait quand même, on cherche pas trop à centraliser en fait. Bon là forcément Paris et la région c'est un gros meeting, en plus en fin de campagne. Et sinon bon voilà, on essaie d'être sur tout le territoire, quoi, sur les 5 semaines, on essaie d'être un peu partout. Ouais, sur BFM. Est-ce que, comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'effet plus grand sur les intentions de vote pour le moment? C'est pas... on a toujours, de toute façon, on a toujours le problème du vote utile, on est toujours bridé par ça, donc ça c'est parce qu'il y a une grosse sympathie dans la rue. Les meetings aussi se remplissent bien, enfin, en tout cas à notre échelle on est très content de ce qui nous arrive, puis même de la façon dont la campagne se passe, on est visible, entendu, et donc il y a une grosse sympathie, beaucoup de réactions très positives autour de nous, mais c'est vrai qu'après au niveau du vote, ça reste, bon c'est quand même mieux que les 0,5 qu'on a eu pendant toute la période précédente, mais là c'est 2, 2,5, mais bon c'est aussi, donc il y a la question du vote utile, c'est qu'on se rend bien compte que ce que nous on représente ou ce que nous on veut dire, c'est cette idée qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main, qu'on mène des batailles sociales et qu'on se prépare à ça. Et en attendant, beaucoup pensent qu'on a raison, mais autant voter pour quelqu'un qui a peut-être une chance d'y arriver. Et c'est aujourd'hui Mélenchon, mais comme il y a 5 ans, c'était Mélenchon. Donc on est un peu victime de ça. Alors victime entre guillemets, hein. C'est sûr qu'on aimerait bien avoir plus de votes pour nous, parce que c'est pas la question d'être élu et de résoudre des ambitions personnelles, mais c'est vrai que plus on fait un score important, plus évidemment ça les écrase, plus ça donne confiance. C'est un message qui est lancé, et puis nous, voilà, ça permet aussi de mieux préparer la suite et en ce qui concerne en tout cas la préparation des luttes sociales. Mais bon voilà, on est bridé par ça, par ce vote utile. Il y a quand même une grosse pression ces derniers jours, surtout que en fait les sondages ils foirent un petit peu l'élection d'une certaine manière. Ça fait l'élection un peu avant l'élection et du coup les gens ils se déterminent par des choix tactiques plus que par des choix d'idées. Et là nous on en est, on voit bien qu'on le subit. Mais c'est pas une nouveauté, en 2012 on l'a bien subi aussi. Donc là il y a pas mal de gens qui disent ouais vous avez raison, c'est super bien sûr qu'il faudrait se révolter, bien sûr qu'il y en a marre de cette société, de ces politiciens, tout ça. Mais bon, en attendant, il y en a un, peut-être que ce serait mieux qu'il soit là plutôt que les autres derrière. Et voilà, ça fait que du coup, ça doit être une des explications du fait que les sondages de nous mettre peut-être un peu en dessous de ce qu'on pourrait être s'il n'y avait pas les sondages.
Même on est persuadé qu'on serait normalement en dessus, on représente en réalité un peu plus. Voilà. Mais bon, les sondages sont là. Malheureusement, il faut faire avec. Salut à toutes et tous. Nous sommes à 2 jours de la fin de la campagne, d'une longue campagne, hein, parce que pendant des mois même, on a mené cette campagne dans l'anonymat, dans la discrétion presque totale. C'était toute la période de recherche des parrainages. De longs mois pendant lesquels on a traversé les campagnes des primaires, à droite d'abord, puis du côté du PS après. Finalement, on s'est accroché, on a cru à un moment donné qu'on n'allait pas y arriver. Et on a eu les 500 parrainages, des 500 parrainages qui nous permettaient de devenir candidats officiels, donc, hein, et en même temps aussi d'avoir accès à une médiatisation un peu plus importante. Et c'est vrai que cette médiatisation-là, alors qu'on ne l'a pas du tout été pendant les longs mois précédents, cette médiatisation, elle a permis de nous faire entendre un peu plus, de rendre visibles nos idées. Et c'est là qu'on a vu que c'était utile de mener une campagne présidentielle. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on s'en doutait, dans des périodes difficiles comme celle qu'on vivait, avec une période plutôt dominée par la résignation, avec des reculs sociaux, avec même un climat d'état d'urgence, un climat même raciste contre l'immigration, contre les migrants. On se disait, mais qu'est-ce qu'on vient faire dans cette galère-là? Est-ce qu'on va arriver à se faire entendre? Est-ce que ça sera efficace? Est-ce qu'on arriverait à porter une autre voix? Et c'est vrai qu'on a eu des doutes, et bien finalement, cette médiatisation-là, encore une fois, elle a fait la démonstration que c'était important d'être là, que c'était important de faire entendre une autre voix, une voix d'une candidature d'un non-politicien professionnel, d'un salarié, d'un ouvrier d'usine, de faire entendre une candidature qui conteste le système capitaliste, une candidature anticapitaliste, et c'est aussi important de faire entendre un espoir, l'espoir qu'on peut changer le monde, et donc discuter d'une perspective qui était autre que celle de subir, parce que c'est ce qu'on nous apprend en permanence, de subir, de baisser la tête. On avait envie de faire entendre une autre voix, donc celle-là, celle de dire qu'à un moment donné, on va relever la tête, on va retrouver de la confiance en nous-mêmes, et on mènera des batailles. En tout cas, c'est la perspective qu'on fixe. Alors cette médiatisation, évidemment, en attendant que ça pète, cette médiatisation, elle est importante parce qu'elle donne écho à nos idées. Et évidemment, dans cette médiatisation-là, il y a eu une petite soirée, hein, c'était celle du 4 avril, hein, qui nous a un peu aidé à amplifier notre voix. C'est celle du grand débat entre les 11 candidats officiels, hein, un rendez-vous historique puisque c'était la première fois qu'il y avait un débat entre tous les candidats. C'est même d'autant plus historique que ça risque d'être la dernière fois qu'il y a un débat entre tous les candidats, puisque celui de demain soir, il est annulé, vous savez sans doute, hein, c'est plus un débat, c'est juste une succession d'interventions. Mais ceci dit, ce qui s'est passé mardi soir, le 4 avril, donc, c'est important pour nous, parce que, en fait, ça a eu de l'écho, ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce que j'ai dit, évidemment, ça a eu beaucoup d'écho, et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est tout ce qui a pu se passer un peu avant et un peu autour de ça, parce qu'on résume cette soirée-là avec cette idée que c'était un buzz médiatique, hein, avec une formule magique, la grande formule qui aurait été travaillée, qui aurait été réfléchie, hein, qui serait sortie au bon moment, parce qu'on est des très bons stratèges, nous, hein, cette formule de l'immunité ouvrière, bon, qui fait un peu le tour maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est comment c'est traduit, enfin, comment c'est perçu, et puis un peu tout ce qu'il y a eu avant, quoi. Hein, vous avez vu qu'en fait, pour aller à un débat à la présidentielle, il y a tenue correcte exigée, hein, vous avez vu ça. Hein, donc ça a été les grandes réflexions sur la façon dont je m'habillais. Alors j'avais jamais pensé ça à l'avance, hein, ça n'a pas du tout été... donc mon t-shirt blanc que j'aimais bien d'ailleurs, parce que je l'ai déjà dit, mais il avait coûté quand même 19,90 €. C'est pas non plus rien du tout pour nous. Et
Ben, n'empêche qu'ils m'ont vexé parce que j'ose plus le remettre depuis. Je voulais vous le présenter, mais j'ose pas parce que... mais c'est intéressant de voir ces réflexions-là parce qu'on a eu quand même un petit peu la traduction d'un mépris social ou pour le moins une arrogance de pouvoir réagir sur la question vestimentaire. Et puis pas que la question vestimentaire parce que derrière ça, il y a eu cette grande question sur la photo de famille. C'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est pas nous qui l'inventons, photo de famille. Et c'est vrai que j'ai pas voulu y participer parce que d'abord, on n'est pas de la même famille. On n'est pas des collègues et il n'y avait vraiment pas envie de jouer le jeu hypocrite, qu'il y avait un instant où il fallait qu'on soit tous ensemble alors que la plupart de la campagne, elle est menée dans l'inégalité complète, où il y a la parole qui est donnée uniquement aux gros candidats et puis les petits candidats n'existent pas. Donc il était hors de question, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, de pouvoir jouer, de faire semblant, et qu'on était tous au même niveau à un moment donné. Donc c'était refuser ça, mais au-delà de ça, c'est de dire aussi, d'exprimer clairement qu'on n'est pas du même monde, de ce monde de politiciens, aux mœurs en plus, plus que discutable, aux mœurs de corruption. Donc on a envie de démontrer ça, qu'il y a deux mondes, il y a ce monde-là, le monde des politiciens, et puis le monde des salariés, de ceux qui essaient de dire autre chose, de ceux qui essaient justement de contester ça, de faire exister ou entendre une autre voix. Donc il était important à ce moment-là de dire qu'il y a deux mondes qui sont irréconciliables. Alors justement, sur ce monde de politiciens corrompus, ça a été un peu un des clous du spectacle ce soir-là, c'était de pouvoir dire directement à Fillon et directement à Le Pen, ces personnes politiques qui se plaignent en plus d'être victimes de la méchanceté de la justice, victimes de complots, victimes même d'avoir été assassinés, pour l'un des deux, assassinés politiquement, victimes aussi de cette arrogance-là, ces politiciens-là qui osent... je suis un peu perturbé parce qu'il y a un peu d'agitation devant, mais c'est pas grave. Donc ces politiciens-là qui osent carrément dire, comme l'a dit Fillon d'ailleurs, et alors ? C'est vrai, et alors quoi? Ils peuvent se servir dans les caisses publiques, visiblement, sans avoir à rendre de compte, de confondre même les caisses publiques et les caisses privées. Donc c'est aussi ça qu'on voit, c'est que ces gens-là, non seulement quand ils sont pris la main dans le sac, ils le nient, ou s'ils le nient, même des fois qu'ils le reconnaissent, de toute façon, on n'a pas droit de regard là-dessus, ils n'ont pas de compte à rendre, et il n'y a qu'eux qui peuvent juger de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Donc n'empêche qu'au-delà de ça, on voit bien les habitudes qui ont été prises par ce monde de politiciens, comme quoi, effectivement, la République c'est eux, le pouvoir c'est eux, ils font ce qu'ils veulent et de ce point de vue là, donc du côté de la population, ils n'ont aucun compte à rendre. Donc ça c'est aussi important de le dénoncer en face d'eux et de le dire clairement, que c'est un monde de corrompus, de tricheurs, de voleurs et de menteurs. Et puis ça il faut le dire et le redire. Alors Fillon avait menacé d'un procès, je ne sais pas si vous en rappelez, ça a été dit en marmonnant, en direct. Foutre un procès, c'était comme ça qu'il avait dit à peu près. Donc vous avez vu, il a dit que finalement, il n'attaquerait pas, sauf si Poutou récidivait. Alors, je ne sais pas si c'est le problème de récidiver dans son appartement, dans un meeting ou à la télévision, mais en tout cas, ce soir, je le dis et le redis, Fillon a volé dans les caisses de l'État. Fillon est un menteur. Le monde politicien, eh oui. Ouais, c'est la suite pour demain soir peut-être. C'est Guillaume Meurice, je crois, qui a dit qu'on attendait Poutou 2 pour demain soir. Ça fera peut-être partie de ça. Mais non, mais voilà, donc oui, il faut dénoncer ces mœurs-là, ces politiciens-là, mais ce qui est intéressant à discuter, c'est aussi l'écho que ça a eu. Donc. Et l'écho qui est bien au-delà de la question d'un buzz médiatique, parce qu'en fait, ce qui s'est exprimé dans les heures qu'on suivi, dans les jours qu'on suivi, c'est cette sympathie-là. En fait, il y a plein de gens qui m'ont dit merci, qui ont dit bravo, c'était super, et qui ont même dit qu'ils avaient levé les bras comme si un but avait été marqué ce soir-là. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ce que ça exprime, c'est qu'il y a une vraie colère, un vrai ras-le-bol. Pas seulement contre ce monde de politiciens menteurs et tricheurs, une colère contre cette société-là, une société où il y a des richesses indécentes, où aujourd'hui il y a un pouvoir complètement
justement avec qui accumulent des richesses. Et cette colère-là, elle est importante parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est une colère qui a du mal à s'exprimer. C'est une colère qui est étouffée, hein, qui est recouverte par plein de couches, hein, de résignation, parce que finalement, c'est ça qu'on nous apprend à accepter ce qui se passe, à baisser la tête et finalement à intégrer ça, hein, sous les coups de la propagande ultralibérale, hein, sous les coups d'une idéologie dominante, hein, qui voudrait nous faire croire que finalement, il n'y a pas d'autre chose à faire. Et ce qui est important aussi à voir, c'est qu'une fois qu'on dit un truc comme ça à la télévision devant plus de 6 millions de personnes, quand on arrive à dire en face de Fillon, en face de Le Pen, hein, qu'ils sont dans le système et que ce sont des tricheurs, et bien ce réveil-là, cette dignité-là, hein, cette fierté-là, elle est importante. Mais après, ce qu'on a envie de discuter, c'est comment on apprend à exprimer la colère, comment on arrive à lâcher notre colère, comment on arrive à ne plus se résigner, à se relever et à dire, eh ben oui, il va falloir que ça change. Parce que c'est pas juste dire merde, c'est pas juste dénoncer ce qui se passe, c'est retrouver la force entre nous, collectivement, hein, de la possibilité de changer ça, de renverser ça. Et c'est important dans cette émission-là, c'est que ce qui en ressort, c'est ça qu'on a envie de discuter par la suite. C'est que cette colère, ça doit être une colère qui s'exprime par des millions de bonhommes, hein, des millions de bonnes femmes, et d'arriver dans la rue, ensemble, à le dire, à renverser ça, à mener une lutte contre la corruption, et à mener aussi une lutte contre ce système-là qui permet le détournement des richesses, la corruption et l'enrichissement de toute une classe sociale. Parce que le monde politicien, il fait une double démonstration. Une démonstration qu'il est complètement déconnecté de la population. Déconnecté de par ses revenus, hein, largement au-dessus de ceux de la moyenne de la population, mais déconnecté par les préoccupations qu'il a, il se moque complètement de la population. Et en plus, c'est quand même aussi tous ces discours de rigueur, hein, de réduction de coûts, de politique d'austérité, parce que finalement, il n'y aurait pas d'argent, il n'y aurait pas la possibilité, hein, de répondre aux besoins de la population. Donc une déconnexion à l'égard de la population, mais en même temps, une connexion complète à l'égard des classes riches, à l'égard de celles qui ont le pouvoir. Et c'est ça qu'on voit, cette fusion entre ces milieux-là, hein, où il y a un mélange entre le monde politicien, le monde des affaires, le monde des riches, et y compris une partie du monde médiatique, parce qu'on a quand même bien vu entre ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, hein, les éditocrates, enfin tous ces gens-là, et le monde politique et les plus riches, on voit bien qu'il y a à peu près les mêmes réactions et les mêmes préjugés et d'une certaine manière aussi la même haine de classe. Parce que leur réaction, c'est pas juste du mépris, c'est pas juste qu'ils nous prennent de haut, hein, c'est aussi qu'ils ont peur quelque part, hein, de la contestation, d'une parole libre ou de quelqu'un qui puisse dire, dénoncer, qui puisse contester, parce que derrière une voix, derrière plusieurs voix, eh bien, il y a tout simplement le risque à un moment donné, évidemment, qu'une population puisse se soulever et avoir envie, elle aussi, de dire ces choses-là. Et c'est là où il y a de la haine de classe, et c'est là où on voit qu'on est dans un monde où il y a deux camps sociaux aux intérêts irréconciliables. Hein, rien que ce petit exemple-là, il permet de discuter de ça. Et c'est pour ça que notre campagne à nous, quel que soit le résultat aujourd'hui, on verra bien dimanche ce qu'il en est, on verra bien ce qui se concrétise dans les urnes, hein, ou le message qui sera lancé dans les urnes, n'empêche qu'au moins ça aura eu cette utilité-là, hein, de pouvoir faire cette démonstration-là, et de pouvoir exprimer, d'essayer en tout cas de se faire le porte-parole du ras-le-bol, de la colère et de l'envie d'un autre monde, en tout cas de transformer, de renverser ce monde-là. Donc évidemment, dans cette campagne, on veut dire que nous, salariés d'en bas, nous, non-politiciens professionnels, il faut qu'on discute, il faut qu'on comprenne la société, il faut qu'on prenne nos affaires en main, il faut qu'on fasse de la politique nous-mêmes, il faut qu'on arrive à discuter de comment on s'organise, de comment on se défend. Ça, c'est une des premières choses qu'on veut dire dans cette campagne-là. Mais évidemment, ça ne suffit pas. C'est aussi de discuter de la société qu'il y a aujourd'hui, hein, des moyens qu'il y aurait en réalité de mener des politiques sociales, de répondre à l'urgence sociale, de faire en sorte aujourd'hui qu'il n'y ait plus de chômage, plus de précarité, hein, plus de services publics démantelés, hein, plus de souffrance aujourd'hui dans la population, mais même on pourrait se débarrasser de la violence qui est omniprésente dans la société. Et discuter de ça, c'est aussi montrer donc qu'il y a des richesses qui existent et que ces richesses-là, elles sont complètement indécentes aujourd'hui, parce qu'elles sont détournées, accaparées entre les mains d'une poignée de la population. Et c'est vrai que cette richesse-là, c'est dingue, parce que là, je vais dire quelques chiffres, même si la plupart peut-être sont pas bons en maths et que c'est des fois rébarbatif, mais il y a quand même des chiffres de dingue. Là, par exemple, les profits des entreprises du CAC 40 en France, c'est 75 milliards de bénéfices l'année dernière, soit 31% de plus que l'année précédente. Et puis l'argent qui est distribué aux actionnaires, hein, sous forme de dividendes, c'est 55 milliards d'euros, hein, quasiment 10 milliards de plus que l'année précédente. Et puis à côté de ça aussi, on voit des fortunes personnelles ou des fortunes professionnelles, hein, parce que de toute façon tout se mélange un peu. On voit les plus riches en France, hein, genre Arnaud, 40 milliards d'euros à peu près dans les caisses, Bettencourt, Mullier, Bouygues,
Drahi, Bolloré, Dassault, j'en cite beaucoup, hein, c'est ceux qui possèdent les médias, entre parenthèses. Hein. Mais il y a des richesses complètement dingues. Oui, parce qu'on peut faire un lien. On peut faire un lien entre la non-médiatisation des courants contestataires et le fait que les gros médias appartiennent aux gros capitalistes qui font partie des plus riches de France et qui se servent des médias pas comme d'un outil pour informer, hein, mais plutôt d'un outil pour s'enrichir, pour faire leur propre propagande ou pour faire la publicité à leurs propres amis. Donc voilà, ça, ce sont ces richesses-là. Alors des richesses qui peuvent aller de 2 milliards, parce que je crois que Bouygues, il a que 2 milliards hein, dans ses caisses, c'est pas énorme, mais même discuter de 1 milliard. 1 milliard, un calcul vite fait, peut-être que je me suis trompé, hein, mais 1 milliard quand comparé à celui qui gagne ou celle qui gagne 2 000 € par mois, donc 24 000 € à l'année, eh bien, il faut plus de 41 000 ans ou même 41 500 années hein, pour arriver à obtenir 1 milliard. Hein, c'est pour vous dire quand même l'écart de richesse. Et cet écart de richesse-là, aussi vu comme ça, quand on en discute, c'est aussi de mesurer que est-ce que c'est vraiment l'argent qu'ils ont gagné, vraiment hein, parce qu'en fait, les riches, vous le savez sans doute, hein, ils sont riches parce qu'ils sont malins, hein, intelligents, parce qu'ils bossent tout le temps. Hein, tout ça, c'est à la sueur de leur franc. Ils n'arrêtent pas. Eux, ils ne prennent pas de RTT. Hein, ils s'en foutent. Ils ne comptent pas leurs heures. Et puis même la retraite, visiblement, il n'y a pas de problème. 60, 65 ans, 70 ans, ils peuvent aller au bout. Hein, mais alors, visiblement, c'est comme ça qu'ils font leur fortune. C'est comme ça qu'ils sont riches. Et c'est vrai que nous, à force de penser au RTT, hein, à ne pas faire trop d'heures supplémentaires, à ne pas trop travailler, parce qu'à la fin de la journée, on a envie de garder un peu la santé, eh c'est peut-être ça aussi qui explique qu'on a du mal à gagner notre vie. Hein, bon, ça, c'est la légende. Hein, parce que c'est vrai que cette légende-là, elle ne tient pas debout. Pas très longtemps, en tout cas. Parce qu'en réalité, comment on peut comprendre qu'une caissière qui gagne le SMIC ou à peine plus que le SMIC, et encore quand elle a temps complet et qui va gagner 1 100 € ou 1 200 € à la fin du mois, en s'esquintant physiquement, en étant complètement fatiguée à l'issue de la journée, et comparé à... Donc ça, c'est 1 200 € par mois maximum, hein, et comparé donc aux milliards que peuvent gagner les riches, c'est que forcément, il y a un problème. C'est que forcément, c'est pas possible, on ne gagne pas ça en travaillant. Même avec un super diplôme, hein, quel diplôme, quelle formation peut permettre d'avoir ce taux horaire-là, hein. Donc évidemment qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Et ce problème-là, c'est que finalement, cet argent-là, il est vraiment volé. Et le vol, il vient de l'exploitation du travail des gens, de ceux qui produisent les richesses. Exploitation de dizaines, de centaines, de milliers et de dizaines de milliers de salariés. Cette richesse-là, elle se fait comme ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on dénonce, parce que ça, c'est la richesse légale, entre guillemets. Hein, une richesse qui donc fait partie du système et qui déclare comme ça, tranquillement, en disant, ben voilà, nous, on gagne ça, on l'a mérité. Alors après, on sait évidemment que c'est en exploitant le travail humain, mais c'est aussi en licenciant des dizaines de milliers de travailleurs. C'est le cas d'Arnaud. Hein, c'était le film de François Ruffin hein, qui racontait comment un gars comme Arnaud peut s'enrichir. Donc voilà, c'est cette richesse-là qui est indécente, mais la richesse, là, c'est une partie de la triche, une partie du vol. Parce qu'après, il y a aussi ce qu'on appelle la fraude fiscale ou l'évasion fiscale. Hein, c'est à peu près 600 milliards d'euros d'avoirs français qui sont disséminés dans les paradis fiscaux. Hein, paradis fiscaux qui sont d'ailleurs bien organisés hein, par le système bancaire. Donc cette richesse-là, c'est aussi la démonstration d'un système profondément injuste et aussi c'est la démonstration d'une crise et d'une crise qui intensifie, qui renforce ce moyen de pompage des richesses, hein, puisque toutes les politiques d'austérité, toutes les politiques de rigueur, hein, de réduction des coûts, hein, qui sont justifiées soi-disant par la crise, eh bien, c'est autant de systèmes qui sont là en place pour pouvoir justement absorber la richesse, la détourner et donc appauvrir de plus en plus la population. Et à côté de ça, évidemment, c'est la destruction des services publics, le démantèlement des services publics, parce que visiblement, il n'y aurait plus de moyens pour pouvoir les entretenir. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à décrypter, à expliquer et arriver derrière ça à discuter donc justement qu'il y a une richesse, qu'il y a des possibilités de faire autrement. Et donc c'est pour ça que nous, dans cette campagne-là, on essaie d'avancer un programme politique, un programme d'urgence en rupture avec les politiques d'austérité, des politiques ultralibérales. C'est ça qu'on veut mettre en avant et de répondre ainsi au chômage, à la précarité par d'autres solutions. Et notamment ce qu'on met en avant, hein, ce qui a fait beaucoup discuter du côté de Ruquier et de son émission, hein, c'est l'interdiction des licenciements. Hein, interdiction des licenciements. Alors c'est vrai que c'est un peu radical comme idée, c'est vrai que quelque part on entrave la liberté patronale, que c'est pas sympa, hein, que c'est autoritaire, hein, c'est vrai que, mais n'empêche que ces problèmes-là, il faut qu'on les pose, qu'on ose les poser, parce qu'on est dans un système où on recule tellement, hein, où on prend tellement de coups dans la tête, où on subit, où on est sous le coup, encore une fois, de la propagande ultralibérale, qu'on n'ose même plus revendiquer hein, des idées qui pourraient aller dans le sens du progrès social, qu'on n'ose même plus revendiquer ce qui nous serait complètement légitime finalement, le droit au travail, le droit à avoir
un revenu, le droit à vivre décemment. Donc évidemment que ça passe par l'interdiction des licenciements, ça passe par l'arrêt des suppressions d'emplois dans les services publics, et ça passe tout simplement par des politiques d'embauche massive, hein. Et puis à côté de ça, évidemment, ça passe aussi par la réduction du temps de travail, hebdomadaire, de manière à partager le travail entre toutes et tous. C'est fondamental, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à la fois à combattre le chômage, tous ceux qui galèrent dans le chômage et la précarité, mais en même temps de combattre ceux qui galèrent quand ils ont un travail, quand ils ont la chance d'avoir un travail, mais qui galèrent dans le travail parce qu'il y a intensification du travail, parce que à la fois c'est une charge de travail physique avec l'explosion des maladies professionnelles, mais en même temps c'est une charge de travail mentale avec ce qu'on voit aujourd'hui, la souffrance au travail, le burn-out et même le drame du suicide pour des centaines de salariés dans l'année. Donc c'est là où la seule réponse à ces problèmes-là, c'est vraiment une répartition du temps de travail, une diminution du temps de travail et une répartition du travail entre toutes et tous. On discute aussi de la retraite à 60 ans ou de la retraite à 55 ans pour les travaux pénibles, mais même ça, il faut oser le dire, parce qu'on nous explique depuis des années que parce que la vie s'allonge, parce qu'on vit plus longtemps, on devrait pouvoir travailler plus longtemps. Hein, parce que c'est vrai que finalement, la valeur travail, eh bien, il faut l'aimer, il faut la respecter, et à partir du moment où on discute qu'on voudrait un peu moins travailler ou qu'on aimerait bien avoir un droit à la paresse, eh bien, finalement, on ne respecterait pas la valeur travail qui serait le fondement même de la société. Nous, alors si c'est comme ça, on ne respecte pas la valeur travail. Nous, on pense qu'il faut travailler moins, on pense que le progrès technique, le progrès de la robotique, hein, parce qu'on nous embête aussi avec ces histoires-là, parce qu'il y a des robots, il y a moins de travail, donc finalement, le chômage, c'est un peu une fatalité. Mais tout ça, c'est des conneries. Donc oui, il y a un progrès technique, par contre. Oui, il y a un progrès technologique, il y a un progrès de la robotique, il y a la révolution numérique. Mais nous, on pense que ça, ces progrès-là, qui permettent justement de soulager le travail, qui permettent d'améliorer la productivité, ça devrait permettre aux gens et à l'ensemble de la population de moins travailler. Et nous, c'est ça qu'on revendique. On veut moins travailler. Pourquoi moins travailler? Parce qu'on veut du temps pour le loisir. On veut du temps pour la culture. Et ça a été la revendication. Ça a été la revendication pendant très longtemps, d'ailleurs, du mouvement ouvrier, du mouvement social, de dire, oui, on veut, c'était les 8 heures, c'était, après ça a été les 39 heures, puis les 35 heures, mais il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et ça aussi, mine de rien, ça veut dire résister à la pression qui nous est mise, hein, où on nous dit que c'est plus possible, c'est fini, hein, que maintenant, voilà, comme je vous disais, il faut accepter le fait que parce qu'on vit longtemps, on devrait travailler plus longtemps. Sauf que c'est même pas vrai, on ne vit pas plus longtemps. Certes, la moyenne, c'est à peu près 80 ans, l'espérance de vie augmente, mais en réalité, c'est pas du tout la même espérance de vie suivant le milieu social auquel on appartient, suivant le travail qu'on fait. Il y a à peu près 10 ans d'écart d'espérance de vie entre les boulots les plus durs et les professions libérales. Alors tant mieux pour les professions libérales, tant mieux pour les cadres, tant mieux pour ceux qui peuvent vivre plus longtemps, mais à un moment donné, il faudrait aussi discuter de cette espérance de vie qui est très limitée pour les boulots les plus durs, et même l'espérance de vie en bonne santé. Hein, c'est 11-12 ans d'écart qu'il peut y avoir. Combien aujourd'hui de salariés qui font des boulots difficiles, mais même quand on dit boulot difficile, c'est pas que des problèmes physiques, hein, c'est aussi aujourd'hui dans les centres d'appel, il y a des tas de boulots aujourd'hui très durs, avec une intensification, avec une pression considérable de la hiérarchie, avec du harcèlement. Tout ça, ça use, hein, ce sont les TMS, tous ces trucs-là dont on entend parler. Et bien aujourd'hui, combien de gens avant 60 ans sont esquintés, n'ont même plus toute leur capacité physique pour travailler. Et ça, c'est un problème. Donc il faut le mettre en avant et ça justifie complètement une retraite bien avancée, donc 60 ans et 55 ans. Et juste un petit truc pour dire que on comprend bien que les politiciens, hein, ceux qui sont aujourd'hui au Parlement, ceux qui ont le pouvoir entre les mains, on comprend bien qu'en fait, ils veulent toujours repousser l'âge de la retraite parce que vous avez vu, ils sont très vieux. En règle générale, quand même, la moyenne d'âge est hyper élevée et ils n'ont jamais envie d'arrêter. Hein, et ils font partie de ceux qui ont une espérance de vie très élevée. Donc eux, ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est pour ça qu'il faut changer la politique, il faut changer ces représentants-là et mettre vraiment des gens qui sont issus de la population, hein, qui sont sous contrôle de la population, de manière à ce qu'on puisse voter des lois qui correspondent aux besoins des gens et aux souhaits des gens. Donc c'est pour ça que là aussi, on voit bien le décalage qu'il peut y avoir, encore une fois. Donc tous ces problèmes-là, on les met en avant, mais en ayant bien conscience que c'est pas si simple que ça. Même quand on en discute au boulot, hein, là où on habite et tout ça, il y a plein de gens qui disent « Mais comment veux-tu que ce soit possible? Comment on peut discuter aujourd'hui d'une retraite à 60 ans, ou même discuter des 32 heures, ou même discuter qu'il n'y aurait plus de licenciements, qu'on pourrait travailler les uns les autres, même la reconversion, enfin, faire tout simplement assurer un revenu minimum garanti pour tout le monde. Comment ça pourrait être possible ?» Mais c'est là qu'il faut qu'on arrive à discuter, à convaincre, parce qu'on voit bien qu'on est tous pris, hein, sous l'idéologie dominante et qu'on a du mal à résister. Mais le problème qui nous
nous est posé en réalité, c'est pas juste une question de revendication, c'est tout simplement aussi un rapport de force pour pouvoir imposer une autre politique sociale. Et c'est là où ça pose aussi le problème de la bataille, de comment on relève la tête, comment on s'organise et comment on résiste. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est qu'en fait un programme qui avance des revendications d'avancée sociale, c'est un programme qui discute directement de la question du rapport de force et de la question de la bataille sociale. Et c'est ça qu'on met en avant aussi dans cette campagne-là, c'est qu'il y a tout ça à mettre en avant, enfin à discuter, et parce qu'il faut vraiment imposer des politiques sociales, et ça veut dire une confrontation avec le camp qui dirige la société, avec les capitalistes, avec les milliardaires et avec les politiciens qui sont à leur service. Oui, il faut discuter de cette confrontation-là, discuter d'une opposition entre deux camps sociaux. Et ça aussi, c'est à mettre en avant, à discuter et convaincre que tout ça, ça peut être possible. Mais le problème qui nous est posé, c'est bien celui-là, c'est de se réorganiser et de reconstruire le mouvement social. Il n'y a pas que la question sociale, du chômage, du précarité, aussi on essaie de mettre en avant dans notre campagne la question, parce que le capitalisme, ça détruit les droits sociaux, ça détruit les acquis, ça détruit la solidarité, mais ça détruit aussi l'environnement et la planète. Donc il y a une urgence aussi à répondre aujourd'hui à cette destruction-là. Donc dans nos revendications, il y a aussi l'arrêt du nucléaire, l'arrêt des énergies fossiles, le développement des énergies renouvelables, et puis stopper tout le gaspillage qu'il y a dans ce monde capitaliste. Mais toute cette politique-là qui essaie de répondre justement à la préoccupation environnementale, ça ne peut être qu'un service public de l'énergie, un service public de la production de l'énergie, de la distribution de l'énergie. Et ce service public-là, c'est forcément de l'expropriation des grosses multinationales comme Total, et puis Areva, tout ça, ça doit être entre les mains du public, entre les mains des salariés de la population. Il n'y a que comme ça qu'on peut mener une politique cohérente. Une politique qui est justement pour seule préoccupation de répondre aux besoins sociaux et à la défense de l'environnement. Et à côté de ça, il y a aussi la question de l'agriculture, parce qu'on voit d'une part des paysans, des petits exploitants qui souffrent, qui n'arrivent même pas à vivre de leur travail, mais en même temps on voit une destruction environnementale, on voit une pollution, parce que finalement la logique productiviste du capitalisme, cette logique de concentration, de surproduction même, eh bien, se traduit par le besoin d'utiliser toujours plus d'agents chimiques, fongicides, engrais, pesticides, tout ça pour être encore plus rentable. Et c'est ça tout le problème du capitalisme. À chaque fois il faut faire toujours plus, pas pour répondre aux besoins de la population, pour derrière enrichir encore plus ces multinationales. Et donc aujourd'hui, il faut stopper ça, y compris dans l'agriculture, revenir à la petite exploitation, respecter le travail du petit paysan, discuter de la qualité des exploitations, de la malbouffe, et d'arriver à discuter donc justement d'une bonne nourriture pour tout le monde, et donc du respect de l'environnement et du combat contre toute l'agrochimie. Donc ça aussi, ça fait partie de notre programme qu'on met en avant, mais là encore une fois, on voit bien qu'il y a une histoire de confrontation avec ceux qui dirigent la société, une histoire de bataille, de comment nous on peut retrouver de la force pour défendre ça. Et ce programme-là, eh bien, même si je ne développe pas tout évidemment, c'est un petit résumé, puis il ne me reste pas beaucoup de temps, j'ai vu ça, il y a un panneau devant. Mais c'est tout ce qu'on peut défendre de toute façon, tout ce qu'on peut oser dire aujourd'hui. De toute façon, derrière, c'est la question d'une confrontation et donc d'une question d'un rapport de force. Et ce rapport de force-là, on en a besoin, évidemment, parce que c'est la question de comment on peut aujourd'hui regrouper toutes les résistances, parce qu'il y a des résistances, il y a des luttes, on le voit dans les bureaux de poste. Cet après-midi, on a rencontré des postiers du 15e arrondissement qui se battent contre la dégradation des conditions de travail, pour la création de postes aujourd'hui, parce qu'ils souffrent de toutes ces suppressions de postes. Donc dans la santé, il y a aussi pas mal de résistances, de luttes, là aussi contre la dégradation des conditions de travail et pour la défense du service public de santé. Il y a des résistances dans l'industrie aussi pour la défense des emplois, il y a des résistances aujourd'hui contre les projets néfastes, inutiles, comme à Notre-Dame-des-Landes ou comme à Bure, contre le centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Il y a des résistances aussi en solidarité avec les migrants et les réfugiés, en solidarité avec les sans-papiers, contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'islamophobie, toutes ces résistances-là. Bon, ben voilà, après, c'est le problème qui nous est posé, c'est comment on unifie ça, comment on arrive à faire en sorte qu'une population arrive à créer du lien entre tous ces combats-là, donc pour les questions sociales et contre toutes les formes d'oppression. Et ça aussi, c'est la question qui nous est posée, c'est d'unifier, de coordonner, de faire converger ça. Parce que notre camp social, le camp des opprimés, il n'y a que comme ça qu'il pourra relever la tête. C'est quand on arrivera à recréer cette solidarité-là. Et même de ce point de vue-là,
discuter de l'identité sociale. Parce que dans une époque où on nous prend la tête avec l'identité nationale, hein, cette idée que la France, hein, bon, ça a été abordé tout à l'heure, hein, du côté des camarades guyanais, hein, nos ancêtres les Gallois, tout ça, on s'en fout un petit peu, puis surtout que c'est pas si simple que ça, en fait, en réalité, et que donc du coup, ben, la France blanche, catholique et compagnie, là, ben, nous on a envie de discuter de notre identité à nous, de l'identité de notre camp, le camp des opprimés, de comment justement on renforce nos solidarités, comment on arrive à détruire de l'intérieur tout ce qui peut nous diviser, tous ces préjugés réactionnaires, toutes ces formes de racisme, le sexisme, l'homophobie, comment on arrive à se rassembler et à discuter qu'on est un camp et que notre seul adversaire aujourd'hui, ce sont les capitalistes, ce sont les exploiteurs. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. Forcément, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse face à tous ces courants politiques de droite, réac, d'extrême droite, ultra-réac, d'arriver à combattre hein, tout ce qui se défendent pour nous diviser, pour nous affaiblir. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant. Hein, cette reconstruction-là de notre camp social, une reconstruction du mouvement social. Mais au-delà de ça, c'est aussi évidemment une question politique, parce qu'on ne peut pas se contenter, on le sait bien, de luttes, même si elles sont importantes. On a vu avec le mouvement contre la loi travail, hein, où on a fait chanceler le gouvernement, on l'a fait trembler, hein, au point qu'il n'avait plus que le 49.3 pour imposer sa propre loi. Hein, donc on a vu ça, des jeunes qui se sont mis en branle, hein, des syndicalistes, des grèves des fois longues, hein, des grèves reconductibles, un déblocage, on a vu ça, donc on voit bien la possibilité qu'on a de réagir, mais on voit aussi en même temps les limites de ce mouvement-là, parce qu'il faut des militants, parce qu'il faut organiser, parce qu'il faut s'y préparer, parce qu'il faut faire créer du lien, tout ça. Mais ceci dit, malgré les limites-là, on voit les possibilités qu'il y a. Mais le mouvement social, il lui manque un truc, en tout cas nous, il nous manque un truc, c'est un outil politique qui permettrait de préparer vraiment ça. L'outil politique, c'est le parti politique, ça a été abordé un peu tout à l'heure, hein, c'est un outil qui soit vraiment le nôtre, le parti des exploités, le parti des opprimés, hein, quelque chose qu'on construit nous-mêmes, qui est pour nous, qui défend nos intérêts. Et ça, c'est important d'en discuter aujourd'hui, parce qu'on est dans une élection, et comme à chaque fois dans une élection, qu'est-ce qu'on voudrait nous faire croire? Eh bien, que les élections, elles peuvent changer la vie, et qu'évidemment, il y a des sauveurs, qu'il y a des gens super sympas qui pensent à nous, et si on vote pour eux, on va pouvoir enfin voir la vie en rose. Alors là, bon, évidemment, je ne parle pas de la droite et de l'extrême droite, hein, ils ne peuvent pas faire illusion, je ne parle pas non plus de Macron, hein, même s'il n'a pas de programme, même si des fois il veut faire croire qu'il est copain avec tout le monde, hein, mais on ne peut pas croire ça, en plus qu'il est entouré de tocards. Vous avez vu la jeunesse de Macron, ok, mais alors tout ce qu'il y a autour, ça respire pas l'antisystème, ça respire pas du tout la nouveauté. Enfin bon, donc il ne fait pas partie de ceux auxquels on peut penser qu'il pourrait nous aider à changer les choses. Mais à gauche, encore une fois, il y a toujours ces candidats hein, qui disent « Votez pour moi, vous allez voir, je vais faire les choses ». Bon, Hamon, de ce côté-là, il est mal barré. Hein, bon, parce qu'il est du PS, parce que c'est le PS qui est au gouvernement, parce que c'est lui qui nous attaque depuis 5 ans, parce que c'est un ancien ministre, mais pas que, parce que vous avez vu qu'il s'est fait lâcher par tous les bons de droite du Parti Socialiste, hein, les Valls, Le Drian et compagnie. Donc le Hamon, ben, plus ça va, plus il est petit, plus il est fragile, et presque, il pourrait être sympa presque. Mais en tout cas, c'est pas lui la perspective évidente. Par contre, on a un autre phénomène qui est un peu nouveau, hein, qui est original, hein, parce qu'il n'a pas de parti, parce qu'il est un peu tout seul, enfin tout seul façon de parler, parce que quand il fait des meetings, il est un peu plus qu'ici. Hein, c'est Mélenchon. Et alors Mélenchon, évidemment, on en discute beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse pression sur le vote utile par rapport à Mélenchon. On nous explique que Mélenchon aussi a une chance qu'il soit au second tour, il faut qu'il y soit, parce que lui pourrait représenter justement un espoir pour la gauche. Mais nous, on voudrait discuter de ça. Qu'est-ce que ça veut dire un espoir pour la gauche? Qu'est-ce que ça veut dire un espoir pour la population? Est-ce qu'il faudrait à nouveau tomber dans un piège qui nous est encore tendu, hein, celui de la sauvegarde de la gauche institutionnelle, de la gauche gouvernementale, hein, parce que Mélenchon... Hein, quels que soient les aspects sympas qu'il a, les aspects combatifs, anti-austéritaires, n'empêche que c'est quelqu'un qui a fait de la politique pendant toute sa vie, quelqu'un qui est resté au Parti Socialiste pendant 30 ans, quelqu'un qui a été au gouvernement de Jospin pendant quelques temps, hein, qui a eu en tout cas suffisamment le temps pour imposer des politiques libérales, hein, notamment de démantèlement des services publics. Donc évidemment que Mélenchon, pour nous, il ne peut pas représenter une alternative, il ne peut pas représenter une perspective viable. Et c'est ça qu'on voudrait aussi discuter, c'est que justement le problème qui nous opposait, c'est que c'est pas une gauche qu'on veut rafistoler, c'est pas celle-là en tout cas, c'est pas celle électoraliste qui nous a toujours promis des choses pendant qu'elle était en campagne et qui a toujours mené des politiques de droite ou patronales quand elle était au gouvernement. Donc le problème qu'on a, c'est comment on arrive à avoir une perspective qui soit la nôtre, qui soit celle de défendre notre camp social, de se regrouper et justement de faire de la politique nous-mêmes, donc de discuter nous-mêmes de tout ça. Ça, c'est important. Et l'autre aspect qui nous sépare aussi de Mélenchon, c'est que finalement, hein, les drapeaux bleu, blanc, rouge, vous n'en verrez pas beaucoup ici, hein, c'est plutôt rouge, même les lumières sont rouges, ça on n'y est pour rien. Mais
Notre identité sociale, justement, c'est le drapeau rouge, c'est la contestation du système capitaliste, c'est les traditions du mouvement ouvrier, et c'est certainement pas le drapeau français. Bon, les camarades guyanais, on en parlait un peu, parce qu'évidemment, il y a des populations qui sont toujours colonisées, mais même nous, si on n'est pas colonisés, on refuse ces valeurs de la République une et indivisible. Évidemment qu'on refuse le drapeau blanc-rouge, on refuse ces valeurs qui sont aussi son passé, son histoire coloniale, de massacre des peuples, de destruction et de pillage des peuples, de guerre mondiale, de massacre dans les tranchées. Tout ça, c'est ça qu'on a dans ce drapeau-là. Et c'est pour ça qu'on le refuse. Et nous, on veut discuter de solidarité internationale. On veut discuter justement de... Pour nous, c'est ça qui est important aussi. Et dans cette campagne-là, c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'on veut montrer que la gauche, c'est pas qu'une gauche de gouvernement, une gauche réformiste, c'est pas qu'une gauche chauvine pour le protectionnisme solidaire. Même solidaire, on n'en veut pas du protectionnisme. La gauche, elle peut être aussi une gauche de combat anticapitaliste, la gauche de notre camp social à nous, qui s'organise et qui donc construit son propre outil. C'est ça qu'on veut dire dans cette campagne-là. Et le vote utile, puisque finalement, vous avez vu qu'on est en plein débat sur le vote utile. Alors, il y a 11 candidats et il y a 11 votes utile, c'est pas... Alors il va falloir choisir son vote utile, évidemment. Mais nous, on a un vote utile, évidemment que c'est utile de voter NPA. C'est utile parce que c'est tout ça qu'on a envie de dire. C'est à la fois la colère contre ce système capitaliste, la colère contre les préjugés réactionnaires, contre toutes les formes d'oppression. C'est la dénonciation de ce système-là, de pillage des richesses. Et nous, on veut affirmer, évidemment, notre socialisme, l'idée d'une société différente, planifiée, sous le contrôle des salariés de la population. On veut revendiquer notre écologisme radical. On veut revendiquer notre féminisme, notre anti-racisme radical lui aussi. On veut affirmer notre solidarité internationale avec les populations et affirmer que la perspective, ce sont les luttes sociales, c'est prendre la rue très rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut voter NPA dans 3 jours. Voilà. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison dans son travers, c'est l'éruption de la fin, du passé faisons table rase, tous les États debout, debout, le monde va changer de race. Philippe Poutou, une fin de campagne tonitruante? Peut-être pas tonitruante, mais on a plutôt la forme. Voilà, donc la campagne, de la façon dont ça s'est déroulé, c'est à peu près ce qu'on voulait faire en fait. On n'osait pas l'espérer, mais là il y a une sorte de visibilité. On s'est fait entendre. Bon, évidemment, il y a le débat du 4 avril qui a marqué les esprits. Beaucoup de sympathie, puis beaucoup de fierté dans la foulée. Une belle progression dans les sondages. Ouais, une progression dans les sondages et qui reflète au moins en partie la grosse sympathie qu'il y a par rapport à tout ce qu'on dit. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui est en train de se passer, c'est qu'on était là pour dire toute notre colère, essayer de porter la voix justement de la révolte et du mécontentement de plein de gens, et puis en même temps surtout de discuter de comment on peut changer les choses, d'essayer de mettre en avant un programme politique qui permette de répondre à l'urgence sociale, mais en même temps de comment on peut changer ça en s'en emparant, et puis la discussion sur la force sociale qu'on représente en réalité, et sur le fait qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main. Bon, tous ces trucs-là, en fait, tout le problème de faire face au climat de résignation, à toute cette propagande ultralibérale, même cette idéologie dominante qui a tendance à nous faire baisser la tête, à nous faire accepter des tas de choses, et nous de dire non, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, stop. Et la Guyane, de ce point de vue-là,
c'est aussi une bonne traduction de ce qu'on veut défendre, quoi. C'est voilà, relever la tête, s'organiser, puis dire maintenant il faut que ça change. Donc c'est tout ça, et c'est vrai qu'on est plutôt content que dans la campagne, tout ça s'est bien passé, et maintenant on verra bien la traduction dans les urnes, et puis surtout dans la foulée, est-ce qu'on est dans une situation sociale qui va changer rapidement, quoi. Oui, c'est ça, le fait d'avoir eu un tel succès pendant cette campagne, notamment, vous l'avez rappelé lors du dernier débat qui a vraiment marqué les esprits, ça vous permet de vous projeter beaucoup plus loin? Ben, beaucoup plus loin peut-être pas, mais en tout cas... Dans les combats, dans les luttes, dans les combats politiques. On y pense tout le temps à ça. C'est une sorte d'utopie permanente chez nous, c'est d'espoir qu'à un moment donné la roue va tourner, qu'on n'est pas si loin que ça d'un réveil social, d'un sursaut. Bon, et là on y pense évidemment un peu plus parce que, bon, encore une fois, il y a la Guyane, et puis le fait aussi dans une campagne de défendre des idées qui ne sont pas entendues en règle générale, en temps normal, et ça peut être important, quoi, parce qu'on le voit dans la rue, c'est énorme, hein, les gens qui... Bon, il n'y a pas que l'idée de dire merci, vous avez dit ce que nous on avait envie d'entendre, c'est pas que ça, c'est qu'il y a aussi l'expression d'une colère, ça sort un peu, c'est comme si c'était enfoui dans la tête, hein, la colère, le ras-le-bol, mais ça n'ose pas s'exprimer. En fait, on est tellement habitué à baisser la tête et puis là, il y a une parole à la télé, et puis des gens disent « Oh, super, ouais, il y en a marre, ouais ». Et peut-être que ça peut être un peu libérateur, et on espère avoir joué un rôle utile de ce point de vue-là, et redonner la pêche, parce qu'il faut la pêche pour se battre. Donc voilà, on espère, on verra bien, mais ça, c'est dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, on verra ce qu'il en est réellement. Vous redonnez l'espoir à gauche, notamment dans les milieux ouvriers qui ont massivement migré vers un vote extrémiste de l'autre côté, du côté de Marine Le Pen. C'est enfin, je dirais, pour ce que disent beaucoup de gens, une voie qui s'ouvre à gauche, en plus de celle de Jean-Luc Mélenchon. Ben, on aimerait bien. Après, on sait que ça sera compliqué. On sait qu'il y a une petite brèche, des choses ont été dites, et certainement même que parmi ceux qui avaient tendance à regarder vers Le Pen, on a certainement touché de ces gens-là qui se disent, ben ouais, peut-être que c'est pas la bonne solution. On espère en tout cas. On verra bien. De toute façon, les résultats électoraux nous donneront une petite indication, mais on sait que ça sera plus compliqué que ça. C'est pas juste une parole dans un débat, c'est pas juste à un moment donné cette expression-là qui va changer les choses, mais c'est plus peut-être une brèche, une ouverture. Et en tout cas, ça peut nous donner confiance à nous, militants aussi, que ça paye aussi d'oser dire des choses, quoi, d'oser formuler une critique de la société, de dénoncer directement les politiciens et d'essayer en même temps d'affirmer une autre perspective, quoi. Donc on en est là. De toute façon, c'est ce qu'on fait quand on milite. Qu'on soit dans un parti politique comme le nôtre, ou qu'on soit syndicaliste, ou dans les associations, ou même dans les milieux de résistance tels les zadistes aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est cette idée qu'il faut résister, qu'il faut garder le moral. Mais c'est vrai que là, la présidentielle, ça peut amplifier tout ça. Bon, encore une fois, on ne sait pas, on verra bien. Peut-être que ça ne changera rien au bout du compte, et peut-être que malheureusement les choses ne changeront pas dans la période qui vient. Mais bon, là aujourd'hui, on a plutôt envie de dire d'espérer en tout cas qu'il se passe des choses rapidement, quoi. Vous espérez quel score dimanche? C'est bien d'espérer. Hein. Ouais, espérer. Mais là, les sondages, ils disent 2 souvent, quoi. Bon, 1,5, 2 ou 2,5 parfois. On aimerait bien franchir la barre des 2. Ça fait petit joueur peut-être de dire ça, parce qu'en fait, on a fait 1 la dernière fois, 2, mais parce qu'on n'ose pas espérer plus. Mais c'est évident que si on franchit la barre des 3, ce serait super bien. Mais du point de vue du moral, on sait très bien que ça ne change pas la vie, mais ça peut avoir aussi un petit impact, parce qu'après nous avoir tant promis d'abord de ne pas arriver à avoir les 500 parrainages, parce que c'était la conviction de pas mal de gens, vous y arriverez pas, vous allez voir, vous allez vous faire bananer. Bon, on a réussi ça, et dans la campagne en plus, on a réussi à se faire entendre. Donc tout ça peut nous faire espérer effectivement une traduction dans les urnes, mais un petit truc symbolique qui nous donne encore plus confiance, et puis même pour nous, notre parti, quoi. Si ça pouvait réattirer du monde, redonner envie à des gens de militer, de le faire avec nous, pas forcément dans l'NPA, mais à côté de nous, bon, on aimerait bien recréer une dynamique, ou en tout cas jouer un rôle utile là-dedans, ou être de ceux qui peuvent redonner la confiance, parce qu'on n'a pas la prétention d'être tout seul à faire ça. Évidemment, partout il y a des militants, mais là, dans la campagne, on s'est fait entendre, et on aimerait bien, oui, que ça se traduise concrètement. Alors on vous a entendu étrier un petit peu Jean-Luc Mélenchon, qui est au sommet d'une vague un peu inédite pour cette campagne. Si Jean-Luc Mélenchon est qualifié pour le second tour, ce qui est possible, puisqu'il est dans la marge d'erreur qui est très grande cette année, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la lutte sociale? On ne sait pas trop. C'est sûr que par rapport à un succès de Macron ou de Fillon, il est évident que la dynamique Mélenchon, c'est quand même mieux. C'est parce qu'on sait en plus que ceux qui sont derrière Mélenchon, ou la plupart de ceux qui veulent voter Mélenchon, c'est quand même nos proches, notre milieu social, ceux avec qui on milite au quotidien, dans les syndicats, dans les associations, les collectifs. Donc évidemment qu'il y a quelque chose qui est positif dans tout ça. Mais après, nous, ce qu'on craint, c'est qu'on
retombe un peu dans une sorte de processus électoral un peu dynamique qui crée de l'enthousiasme et qui derrière crée beaucoup de déceptions, surtout s'ils n'y arrivent pas. Et à quoi ça va servir tout ça demain si ça aboutit pas, parce qu'on a quand même un phénomène Mélenchon qui est très électoral comme phénomène. C'est pas du tout un phénomène militant de construction de résistance sociale. C'est quand même cette idée, voilà, voter. On retombe un peu dans les trucs de l'époque de la gauche des années 70 en fait. Voilà, il y a une grosse figure de gauche qui dit voilà, ça va péter, il y en a marre et tout ça. Et puis bon, on a déjà vécu ça, enfin en tout cas les plus anciens. Et en plus venant d'un bonhomme qui a passé sa vie dans les allées du pouvoir et dans le milieu politicien professionnel, bon, il y a de quoi douter quand même mais ceci dit, voilà, donc on est aussi en capacité de dire que c'est pas des adversaires, que c'est pas un problème qui est cette dynamique-là. Maintenant, nous, on veut alerter maintenant et puis discuter que de toute façon, après les élections, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on prépare des batailles sociales. Et ça, c'est incontournable. Et pour rester sur les élections, si Jean-Luc Mélenchon est qualifié, le NPA appellera à voter pour lui au second tour? Si c'est Mélenchon-Le Pen, par exemple, il est évidemment très probable qu'on décide d'appeler à voter Mélenchon quand même, parce que... mais si c'est pas si c'est un Mélenchon-Macron? Ah, si c'est Mélenchon-Macron, est-ce que c'est probable ça, cette finale-là? Non, mais quoi qu'il arrive, si Mélenchon est au second tour, c'est toujours délicat de dire ça, parce qu'après on verra le résultat du second tour, les rapports de force et tout ça, le score qu'on fait et tout. Mais c'est sûr qu'à priori, en tout cas, il y a des chances que l'ANPA décide d'appeler à voter Mélenchon au second tour, comme on avait fait à une époque, il y a 5 ans sur Hollande, au moins pour virer Sarkozy, mais là, oui, il y aura certainement... Et en échangeant, en faisant des propositions? Non, pas en négociant, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le jeu démocratique. Ça, et puis ça ne sera pas trop notre truc. Non, ça sera par contre en discutant qu'il y aura besoin d'une mobilisation sociale, quoi. Même si c'est Mélenchon qui est là, même si c'est Mélenchon en admettant qu'il gagne le second tour, de toute façon, nous, on ne fait pas confiance. Il y aura des batailles sociales, et c'est ça qu'il faut qu'on prépare, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que ça ne se résume pas juste à un appel au vote. C'est toute la question du combat social qu'il faut mener, mais de la même manière que le combat contre l'extrême droite ou faire barrage à l'extrême droite, c'est pas juste un tour ou 2 tours, c'est un combat quotidien, et donc c'est un peu tout ça qu'on a envie de dire aussi, quoi. Alors, autre possibilité, je vous rassure, c'est la dernière, je ne les ferai pas toutes. Dimanche soir, François Fillon, Marine Le Pen. Que se passe-t-il en France? Ben là, on aimerait bien qu'il y ait des manifestations. Est-ce qu'il y aura un réveil de ce point de vue-là, un peu comme en 2002 quand il y avait eu le deuxième tour surprise. Oui, on espère que, voilà, en tout cas, on est dispo à ça, quoi. On verra bien comment ça se passe. C'est une probabilité. Finalement, même Fillon remonte un peu, donc parce qu'à un moment donné, on avait pensé que c'était plus du tout ça la finale. Et là, oui, ça redevient possible. On verra bien, mais ce qui est sûr, c'est que il faudrait ou le dimanche soir ou dans les jours qui viennent, qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un réveil militant, parce que là, ça montre quand même là où on en est, quoi. Mais en même temps, ça veut dire que plus de la moitié des gens auraient voté à droite et à l'extrême droite, hein. Donc c'est dire le rapport de force, hein. Ça ne sera pas si simple que ça, hein. Mais bon, il y aura une urgence, en tout cas, est-ce qu'il y ait une alerte militante et une volonté de réagir le plus rapidement possible.